nous avons organisé ce débat, c'est précisément parce que nous considérons qu'il faut éviter de nous retrouver un beau matin avec un gouvernement de la RDC disant, je dirais légitimement, qu'il veut retrouver sa pleine souveraineté en demandant le départ des casques bleus. C'est l'opération la plus importante que les Nations Unies conduisent, avec plus de 20 000 hommes dans une zone difficile, et nous avons pensé que c'était la bonne occasion pour préparer l'avenir sans être sous la pression de l'urgence, pour savoir ce que les Nations Unies peuvent faire afin d'assurer la transition en République démocratique du Congo. Nous voulons que cette transition, parce que les casques bleus doivent partir et partiront, nous voulons que cette transition soit gérée et qu'elle soit le résultat d'un dialogue entre le gouvernement de la RDC, qui doit nous expliquer aussi comment il conçoit cette transition, c'est-à-dire que lorsque les casques bleus partent, il faut qu'il y ait à la place des policiers, des soldats, des juges congolais qui prennent la place pour assurer la loi et l'ordre. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un débat, un dialogue avec la RDC pour éviter un dialogue de sourds, pour justement réussir à organiser cette transition. Nous avons réussi à éviter la chute de Benghazi, nous avons réussi à éviter donc des massacres majeurs, nous avons donc assuré la protection des civils et nous empêchons Kadhafi de l'emporter. C'est exact que c'est une crise difficile, mais nous sommes tous convaincus qu'il n'y aura qu'une solution politique. Et donc maintenant, c'est de réussir, l'important, c'est de réussir à ouvrir une négociation entre les deux parties. C'est ce qu'essaye de faire le représentant du secrétaire général, M. El Khatib, c'est ce qu'essaye de faire l'Union africaine, mais ça prend du temps, et ça prendra du temps. Nous sommes là dans une crise qui s'inscrit dans le moyen terme et non pas dans le court terme. Et en tout cas, du point de vue de la coalition va maintenir la pression sur Kadhafi, car nous savons que Kadhafi ne négociera que parce qu'il est obligé de négocier. Et donc nous espérons aboutir d'abord à un cessez-le-feu, puis ensuite à un processus de dialogue politique national qui permette, puisque c'est notre objectif aux Libyens, de décider de leur avenir. Nous voulons depuis de longues semaines que le Conseil de sécurité se prononce. Ce n'est pas parce que les Syriens massacrent en détail, c'est-à-dire au-dessous d'un certain seuil, que nous devons tolérer ce comportement. Il y a des centaines et maintenant sans doute des milliers de Syriens qui sont morts, ou des dizaines de milliers qui ont été arrêtés, mais nous nous heurtons aussi aux réalités du Conseil, et il y a un certain nombre de membres du Conseil qui ne sont pas prêts à nous suivre, soit parce qu'ils ne veulent pas renouveler l'expérience libyenne, soit parce qu'ils ont des relations particulièrement importantes avec la Syrie. Et il y a hélas un lien entre Syrie et Yémen, tout le monde considérant que si on bouge sur l'un, il faudra bouger sur l'autre. Nous devions aller d'ailleurs à Abyei, c'était dans le programme du Conseil de sécurité, mais lorsque nous sommes arrivés d'abord à Addis Abeba puis ensuite à Khartoum, nous avons constaté que la reprise des combats rendait impossible cette mission du Conseil de sécurité. Cet affrontement est extrêmement complexe, les responsabilités sont partagées. C'est un problème complexe aussi parce que d'un côté nous avons des sédentaires et de l'autre nous avons des nomades et que les uns et les autres se disputent le même territoire et que les uns sont soutenus par le sud et les autres sont soutenus par le nord. Donc le nord a tiré prétexte des incidents pour occuper le territoire d'Abyei. Depuis lors, le nord a annoncé qu'il demandait le retrait de la force des Nations Unies le 9 juillet, à la fin, au moment de l'indépendance du Sud. Et donc le risque est que nous ayons le 9 juillet deux États indépendants, mais deux États indépendants dans un état de quasi-guerre. Donc le tout est de savoir si la position du Nord est une position de début de négociation, ou si au contraire le Nord veut vraiment sortir de l'accord de paix global. Et ce sera le rôle du représentant spécial du secrétaire général, M. Makarios, en qui nous avons entièrement confiance, de s'en assurer avant le 9 juillet. En ce qui concerne la Somalie, la visite du Conseil de sécurité était un peu particulière, dans la mesure où ce qui était en jeu, c'était d'un côté les succès militaires sur le terrain, remportés par la force de l'Union africaine, soutenue par les Nations Unies, et de l'autre, le fait que les autorités fédérales de transition somaliennes, au lieu de profiter de cette victoire militaire
pour assurer aux populations somaliennes les services de base, continuent de se disputer dans des querelles à la fois microcosmiques et totalement dérisoires. C'est-à-dire que cela fait des mois que le président du Parlement et le président se querellent sur leur propre avenir. Et donc le message qui a été présenté par le Conseil de sécurité aux deux a été un message d'une exceptionnelle et totalement étonnante fermeté pour leur dire de cesser leur querelle, de s'intéresser enfin à ce qui compte, c'est-à-dire au sort de leur propre population. Donc c'était un message extrêmement fort que nous avons transmis, tous les ambassadeurs. Maintenant la question est évidemment de savoir s'ils vont nous entendre.